Allô et bienvenue à cet épisode hors série de Manger les riches. Comme d'habitude, je suis accompagné de mon complice et ami Colin Boudria. Ça va? Très content. Je suis très fébrile. J'avais hâte qu'on recommence. Oui, on est un peu estival en plus. La dernière fois, c'était dans le froid de l'hiver. T'es en chemise. La dernière fois, t'étais en pleine dépression. Oui, j'étais en dépression hivernale la dernière fois aussi. Vous le voyez, on est à la caméra pour la première fois. On est dans un nouveau studio. On est au studio, bien entendu. Donc, on les salue. Dorénavant, vous allez pouvoir non seulement écouter le podcast, mais aussi le regarder sur YouTube et voir nos looks. On s'attend à des revenus YouTube phénoménaux. Oui. N'hésitez pas à nous écrire, d'ailleurs, pour nous dire qui vous trouvez le plus beau entre Colin et moi. Mais non. C'est la seule raison pour laquelle on a investi. C'est la seule raison. Non, je pense pas que je suis prêt mentalement à recevoir les résultats de ce sondage-là. On n'est pas seul en studio aujourd'hui non plus, vous l'aurez remarqué. Pour la première fois, on va être 3. On fait un épisode à 3 parce qu'on a avec nous une invitée spéciale. Vous la connaissez peut-être comme actrice. Elle joue à la télé, au cinéma depuis qu'elle a 6 ans. Je me trompe pas, 6 ans. 5 ans. 5 ans. Mais vous la connaissez peut-être aussi comme créatrice de contenu engagée sur les réseaux sociaux. On a la chance de recevoir Alice Morel-Michaud. Allô, je suis tellement contente d'être ici. Ben nous, on est contents de t'en recevoir. Donc, on le disait, t'es actrice, t'es comédienne, mais t'es aussi super engagée sur tes réseaux sociaux. Tu prends beaucoup la parole. Qu'est-ce qui t'a mené un peu à cet engagement, décider de te prononcer aussi publiquement? Ben, j'ai grandi dans une famille quand même assez engagée, là, très Rosemont Petite Patrie. Donc, assez rapidement dans ma vie, on parlait de politique, politique au souper, puis tout ça. C'est comme ça a toujours fait partie de mon éducation. Comme bien du monde, moi, le déclencheur, ça a été 2012. Ma soeur était au cégep, mon père était prof à l'université. Ah ouais. Fait que c'était comme omniprésent chez moi. Alors, je sais pas, j'avais 13 ans, 14 ans, genre. Puis là, c'est les premières fois que je suis allée dans des manifs, puis que je me suis vraiment comme informée, puis j'ai commencé à m'engager. Puis après ça, ben ça m'a suivie. Puis quand j'ai commencé à avoir un peu de popularité sur les réseaux sociaux, c'était logique dans ma tête que j'allais faire du contenu engagé, puis que j'allais essayer un peu d'informer mes abonnés qui, pendant longtemps, ont été comme pas mal plus jeunes que moi parce que j'ai fait beaucoup d'émissions jeunesse. Ouais. Fait que je voyais ça comme un petit peu une mission sociale de... c'est ça, de prendre parole puis de parler de sujets, de causes que je trouvais importantes. Mais je trouve ça très, très cool, très noble de ta part. Puis c'est dès le début, c'est ça, c'est dès le début. Il n'y a pas eu un switch tout d'un coup où t'es devenu super politisé dans tes posts. Non. Ça a tout le temps été naturel. Ouais. Quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'était comme l'élection de Trump. Puis tout de suite, j'étais comme... Ben, ça va être ça, la gang. On va parler de ça pendant que je me maquille. Vous avez pas le choix de regarder ça. Je vous le sacre dans la gorge, puis mais c'est deal parfait, with it. Moi, je trouve. C'est parfait, t'en rejoins d'autres mondes, tu sais. Parfait. Et puis, au début de chaque épisode, chaque saison, il y a une question que je pose toujours à Colin, mais là, vu que t'es notre invité, c'est toi qui vas te faire poser la terrible question. C'est quoi ta dernière dépense de riche? Ah ouais, OK. Je peux-tu répondre moi aussi après? Oui, parce que tu as une nouvelle dépense de riche? Ben, en fait, j'ai acheté plein de vieilles TV cathodiques. Fait que c'est pas vraiment une dépense de riche, mais c'est une dépense absolument pas nécessaire. Oui, si vous voyez des TV dans notre décor, c'est parce que Colin accumule compulsivement des télé cathodiques qui fonctionnent avec rien depuis des mois. Ouais. Puis là, il s'est dit, enfin, j'ai une raison. Ça va être utilisé dans le décor, puis je vais pouvoir le mettre sur mes impôts. Yes. Voilà. Mais oui, à toi, je te renvoie la question. OK, une dépense de riche... récente, mais c'est parce que j'ai l'impression que tout coûte tellement cher. En ce moment, des framboises, c'est une dépense de riche. Exactement. Je suis comme, j'imagine la dernière fois que je suis allée au restaurant, juste ça, c'est comme, ça devient tellement cher. Mais mettons, une vraie dépense de riche... Zut, j'aurais dû y penser avant. Mais des billets de concert. Ah oui. Des billets de concert. Je me suis acheté des billets pour voir Gracie Abrams l'année prochaine au Centre Bell. Je veux dire... Dès que c'est au Centre Bell, c'est ridiculement cher. C'est ça. Après ça, est-ce que c'est genre une énorme dépense? On n'est pas là pour juger tes dépenses. J'ai pas dépensé des milliers de dollars pour des billets de concert, mais reste que
je trouve ça quand même tout le temps un petit peu absurde d'être genre, voici ce que je dépense pour une soirée. Oui, c'est vraiment fou. Là. Au Centre Bell, ça me... Ouf! Tu peux calculer le taux horaire de... Tu sais, je vais être là 4 heures. Ouais. Fait que ça me revient à genre 86$ de l'heure ou whatever. Ouais. Puis surtout quand c'est des artistes, mettons, qui ont comme gagné en popularité dans les dernières années, fait que tu les as déjà vus genre au Club Soda à 40$. Il y a quelque chose de tellement frustrant d'être comme... En tout cas. Oui, complètement. Ça m'a fait ça cette semaine. Je magasinais des billets pour le premier groupe que j'étais allé voir comme par moi-même, tu sais, avec mon argent, puis ça. Puis j'avais payé dans le temps 30$ à l'Anti à Québec. Je pouvais le toucher, tu sais. Puis là, ils reviennent, c'est genre 85$ les pires billets possibles. T'sais. Exact. Puis juste à chaque fois que je dois dealer avec Ticketmaster, oui, ça, c'est un cauchemar. Haine profonde partout dans mon... C'est comme, c'est viscéral. Je garde ça en note, puis quand on fera un épisode sur Ticketmaster, je te réinvite. Il y aurait de quoi, oui, il y aurait de quoi. Ah non, mais eux, il faut les bouffer, là. Vraiment beaucoup. Mais là, aujourd'hui, on parlera pas de Ticketmaster, en fait. C'est un épisode spécial parce qu'on a un invité. On le fait à toi pour la première fois cet épisode, mais aussi parce que pour la première fois, on va parler d'un milliardaire québécois, enfin du capitalisme du terroir. Puis d'ailleurs, on a quelque chose à plugger vu que c'est un milliardaire québécois. Oui, c'est vrai, merci Colin. On est commandité aujourd'hui, en fait, pour les 2 épisodes sur notre sujet du jour avec Alice. On est commandité par le Conseil de... Central métropolitain, c'est ça? Conseil central métropolitain de la CSN. Donc, tout ce qui est la CSN pour la région de Montréal, ils nous commanditent. Donc, si jamais vous travaillez dans un milieu de travail où vous n'êtes pas bien traité ou que vous pensez que vous pourriez être mieux traité, n'hésitez pas à contacter la CSN et que vous travaillez dans le Grand Montréal, évidemment. Ceci dit, ils nous demandent même pas de dire ça, en fait. Non, je sais. C'est vraiment juste notre ajout de... Je sais, mais moi, je trouve ça important. Syndiquez-vous, mais ils nous ont rien demandé. Eux, ils nous ont pas demandé de dire ça. Ils voulaient juste qu'ils étaient contents d'appuyer notre podcast. Mais moi, je vous dis, si vous sentez que vos conditions de travail pourraient être meilleures, n'hésitez pas à contacter la CSN pour entreprendre des démarches pour syndiquer votre milieu. Voilà, donc on remercie grandement nos commanditaires, le Conseil central. Le Conseil, t'es meilleur que moi, Colin. Conseil du... Ça peut geler ici. Conseil central du Montréal métropolitain. OK, bon, c'est exactement ça. Conseil central du Montréal métropolitain, CSN. Merci, Colin, d'être un meilleur commandité que moi. Bon, donc, on parle d'un milliardaire du terroir, je vous disais. Et tant qu'à parler d'un milliardaire québécois, on va parler du milliardaire le plus riche au Québec, avec une valeur estimée autour de 8 milliards de dollars, le fondateur de Couche-Tard, Alain Bouchard. Puis c'est vraiment... Moi, je pensais pas que c'était le plus riche du Québec. C'est l'homme d'affaires le plus riche du Québec? Oui. Il n'est pas si loin des autres. Ceci étant dit, les grands riches québécois se tiennent dans cette zone-là, mettons les Saputo et ça. Es-tu en train de me dire que c'est pas Olivier Primo, le plus grand milliardaire du Québec? Hier, j'ai vu... Dont tout crash depuis son entrée en bourse. Oui. Mais... Crave, hier, il annonçait leur recette. Puis là, ils font un documentaire, Pierre-Yves McSween avec Olivier Primo, puis c'est pas encore milliardaire. Ouais. Puis j'étais comme, mais probablement jamais. Et probablement pas multimillionnaire aussi, mais Non, anyway. Ça pourrait être aussi un documentaire sur moi qui s'appelle Pas encore milliardaire à ce compte-là. Ouais, on est tous un petit peu pas encore milliardaires. Là. Sauf Alain, lui. Oui, sauf Alain Louillet. Êtes-vous familier un peu avec Couche-Tard? Alice, on en a déjà parlé. Tu as déjà fait des campagnes avec Couche-Tard. Ouais, c'est ça. On va adresser l'éléphant Mais dans la pièce. Je te shame pas. Moi, je l'aurais pris aussi, le contrat. Là. Non, mais c'est ça. C'était un contrat avec Slush. Slush, ça appartient à Couche-Tard. C'était comme... J'étais ambassadrice Slush un été, je sais pas quel été, genre 2017 peut-être. Puis... Ils ont-tu eu des pics de vente? T'as-tu eu des chiffres après? Hey, je sais pas. C'est ça qui est tellement décevant quand tu fais juste comme un petit photoshoot puis qu'après ça, ils te placardent dans tous les couche-tards du Québec. Je sais pas. Mais je recevais vraiment beaucoup de DM de gens qui se prenaient en photo avec ma petite face quand ils buvaient de la slush. Fait que ça, c'était comme le fun. Oui. Mais non, j'ai aucun... No shame in my game, là, dans le sens, un moment donné, faut vivre sa vie. Oui, là. absolument. Voilà. Il faut gagner sa vie dans ce système dans lequel on vit. Fait qu'il n'y a aucune honte, aucune shame. Mais non, j'ai pas appris à connaître le PDG il est de pas T'as pas eu Bouchard. de meeting directement avec Alain Non, Bouchard, il était pas dans le brainstorm de contenu. Donc, puis Colin, t'es plus ou moins familier, je pense, toi, Colin Mais tu sais, Bouchard. je connais Couche-Tard, Ouais. puis j'ai entendu parler d'Alain Bouchard avant, mais je connais absolument rien de son histoire ou de comment il est arrivé là. Quoi. Parfait. Je suis Écoute, complètement à l'aveugle. ça va être instructif. J'ai hâte de vous en parler. Là, je le dis d'avance, oui, Alain Bouchard vaut 8 milliards. C'est un montant qui est impressionnant en soi, mais ça le place juste au 461e rang mondial. Fait que je l'invite à travailler plus fort, paresseux. Gênant. Gênant. Et là, je veux pas vous mettre comme de la pression puis des attentes vraiment élevées, mais c'est parce que moi, mettons, les épisodes sur Jolo, c'est ça son nom? Ouais. Jolo, ça a comme...
je peux pas dire ça a changé ma vie, là, mais mettons, genre, c'est vraiment marquant dans mon parcours. OK, là. spécifiquement. Oui. C'est fou, ça. Mais c'est parce que j'ai trouvé que c'était la richesse de cette histoire-là en termes de rebondissement et de... Puis de pathétique aussi. Oui, puis et de facteurs wow. Ouais. C'est comme, à chaque revirement, à chaque coin, il y avait comme Leonardo DiCaprio. Puis là, après ça, il y avait des rappeurs. Puis là, après ça, en tout cas, puis c'est ça, fun fact, parce que je suis une très grande fan du podcast, fait que je me permets, là. Ah, ben merci. Fun fact, j'ai écouté ces épisodes-là quand j'étais en voyage en Écosse. Fait que j'étais à Édimbourg, puis c'est ce que j'écoutais en me promenant dans le château. Puis je trouve juste que c'est très comme représentatif de qui je suis. Que j'étais comme, ben j'adore être une touriste, mais il faut que je me humble et il faut que genre j'écoute des histoires sur les milliardaires les plus extravagant de l'histoire. Alors, fait que là, si Alain est pas entouré de genre toutes les grandes célébrités québécoises, je vais être super déçue. Il y a peut-être déjà du loud à sa fête, je ne sais pas. C'est ça, je vais remettre en perspective quand même. Alain Bouchard, c'est ça, si vous attendez à des histoires de... Il n'est pas allé sur l'île d'Epstein, qu'on sache. Il n'a pas mangé de bébé, tu sais. Je pense... C'est de l'extravagance québécoise. C'est de l'extravagance née pour un petit pain. C'est ça. Tu sais, j'ai jamais passé de temps avec Alain Bouchard, mais mon feeling, c'est que c'est vraiment une personne agréable à prendre un verre avec. Tu sais. OK. Je pense pas que c'est un monsieur diabolique. Tu sais, il a l'air d'un grand-papa qui aime le hockey puis boire du bon vin. Là, ça a l'air de ses deux passions puis aller à la pêche, tu sais. Mais je pense, par contre, qu'on met beaucoup, beaucoup en valeur cet homme-là puis cette entreprise-là. Puis surtout dans le Québec Inc. québécois, il est comme la superstar. Puis je le dis tout de suite, là, pour les épisodes qu'on enregistre aujourd'hui, j'ai lu sa biographie qui a été écrite par Guy Gendron. Puis, tu sais, la préface est signée par Monique Leroux, qui était la présidente du mouvement Desjardins. Tu sais, c'est ça, c'est le modèle d'entrepreneuriat. Mais ce qu'on va apprendre, je trouve, dans son histoire, c'est que c'est un homme qui a été énormément chanceux, qui a bénéficié du privilège boomer, là, on va y revenir, mais le fait qu'il est un baby boomer, ça a été la clé, je dirais, dans son histoire. Et que peut-être... Il a fini son cégep, puis il y a quelqu'un qui a fait comme « Hey, tu veux-tu un dépanneur? Hey, man, t'attends-tu d'avoir un dépanneur? » T'es honnêtement pas si loin. Et il a pas fait de cégep, mais t'es pas si loin de l'affaire, pour vrai. Donc, c'est ça, comme je disais, ma source, c'est sa biographie autorisée. Couche-Tard, qui était en vente, c'est ça, on s'entend, c'est pas une affaire très critique non plus. Non, là, elle est autorisée, elle s'appelle Couche-Tard ou l'audace de réussir. Oh, déjà là, oui, il y a un petit angle. Oui, il y a un angle. Il a témoigné, tous ses amis, fondateurs, sa famille, les cofondateurs de Couche-Tard ont témoigné pour la biographie. Puis il était en vente chez Couche-Tard dans le temps. Je me rappelle, moi, à la caisse, tu peux l'acheter, t'es comme entre les paquets de gomme puis les barres de chocolat, t'avais des copies de la biographie. C'est exclusivement chez Couche-Tard? Non, je pense pas, parce que si je me trompe pas, puis là, je veux pas... Mais je pense que c'était aux éditions de l'Homme, genre, fait que ça a été vendu en librairie, ta bibliothèque. C'est comme un peu les albums de Ginette Renault qui sont juste chez Jean Coutu. Et peut-être pas en vente dans les librairies, ça, c'est étant dit. En tout cas. C'est comme les affaires de... Tu prends ta pression, puis t'as un album gratuit de Ginette Renault, j'en sais. Donc, c'est ça. Elle est très, très autorisée, sa biographie. C'est pas très critique, vous allez voir. Disons que la section sur l'antisyndicalisme de Couche-Tard est plus mince que le reste. OK, mais y avait-tu ils en ont parlé. Okay. Oui, ils en ont parlé. OK. Donc, je vous rassure, là, je suis quand même allé lire d'autres sources, mais c'est de là qu'on parle. Donc, vous êtes prêts pour commencer officiellement ces épisodes sur Alain Bouchard? Oui, j'ai faim. Yes, c'est parti. Donc, Alain Bouchard est né à Chicoutimi en 1949, ce qui fait de lui un baby boomer. Son père, Jean-Paul, était entrepreneur. Il avait une carrière de sable puis de gravier, dans le fond. Puis sa mère, Rachel, était éduquée pour l'époque. Ça, c'est précisé. Pour l'époque, elle était éduquée. Elle avait sa 7e année, donc l'équivalent d'un secondaire 1. Mais pour une femme en 49, c'était plus que la moyenne. Et donc, c'est elle qui s'occupait de la comptabilité de la compagnie. C'était l'intello du couple. Donc, il y a un élément fondateur dans la vie d'Alain Bouchard. C'est un peu son moment. Les parents de Bruce Wayne se sont fait tirer dans la ruelle. Là. C'est là que ça l'a formé. Et c'est la faillite de son père quand il avait 9 ans. En gros, son père s'était fait promettre un gros contrat pour construire des routes par un entrepreneur. Donc, il a acheté de la machinerie pour pouvoir répondre au contrat et tout ça. Et finalement, l'entrepreneur qui l'a engagé a fait faillite. Donc, il s'est retrouvé qu'il s'était engagé pour des centaines de milliers de dollars, probablement en 49, et il n'y avait plus rien pour rembourser. Donc, il a dû faire faillite. Puis, les règles de faillite à l'époque étaient différentes aussi. C'est-à-dire qu'il fallait que tu rembourses
l'argent que tu devais à ta faillite. C'est juste que tu avais comme un entente où tu avais des années pour l'embourser, mais pendant genre une décennie, Ça te c'est pas permettait de deux. souffler un peu. Je pensais que le but de faire faillite, c'est que tu n'avais pas à rembourser des créanciers, justement. Mais à l'époque, c'était pas ça. Donc, il fallait qu'il rembourse. C'est juste qu'il y avait un long délai. Mais pendant des 10 ans, 15 ans, il fallait qu'il rembourse à chaque paye sa faillite. Donc, soudainement, les Bouchard qui vivaient bien, qui étaient une famille aisée du Saguenay, sont devenus vraiment pauvres. Puis toute la famille a dû déménager dans une maison mobile sur la Côte-Nord. À l'époque, il était 2 adultes, 5 enfants, bientôt 6. Rachel était enceinte, dans une toute petite roulotte sur la Côte-Nord. Donc, son père, pour rembourser ses dettes, il s'est trouvé une job comme mécanicien de machinerie dans des mines à Wabush et à Labrador City, donc dans le nord du Québec. Fait qu'il partait 2-3 mois d'affilée avant de revenir passer quelques semaines sur la Côte-Nord. Et c'est sa mère qui était responsable de tout le monde, ce qui était une énorme pression de s'occuper de toute la famille dans une petite roulotte et tout ça. Elle a craqué. Sa mère a fini par faire une grosse dépression après la naissance du dernier enfant de la famille, Suzanne. Qui était la 6e. Oui, si je ne me trompe pas. Peut-être 7e, mais il me semble que c'est la 6e. En tout cas, puis elle a fait une grosse dépression au point où elle a été internée à Québec. Donc, les enfants sont sur la Côte-Nord dans une maison mobile. Le père travaille dans le nord du Québec et la mère est internée à Québec. Donc, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Il n'y avait pas d'autres membres de la famille qui se sont occupés. Ils étaient vraiment... OK. Ouais. Puis les plus vieux, à quel âge, on sait-tu? Écoute, dans le fond, il y a quelques années, puis j'arrive là, mais il y a quelques années, Alain Bouchard a critiqué dans une conférence qu'il donnait les gouvernements québécois qui disaient qu'ils ont dépensé sur des programmes sociaux dont on n'a pas besoin. Et je trouve ça quand même malade parce qu'il a vécu de première main les conséquences d'une absence de filet social. Tu sais, dans les années 50, il n'y en avait pas, c'était l'Église et c'était ça. C'est sa sœur aînée, en fait, Christiane, qui a dû lâcher l'école pour élever ses frères et sœurs. Et elle était tout juste à la sortie de l'enfance. Je n'ai pas l'âge exactement, mais je pense qu'elle avait comme 12 ans. Là, et c'est elle qui était la mère de famille. Ouais. Qui devait s'occuper d'envoyer ses petits frères et sœurs à l'école, de les habiller, de faire la nourriture, le ménage. C'est complètement fou. Puis une autre affaire qu'il faut savoir sur Alain Bouchard, c'est que publiquement, il se mêle pas beaucoup de la politique, ou en tout cas, pas au sens électoral. Là. Je pense qu'être un homme d'affaires milliardaire, ça vient quand même avec un poids politique important. Mais c'est pas quelqu'un qui va nécessairement prendre position pour des partis tant que ça, ou beaucoup se prononcer sur les enjeux publiquement. Par contre, il se gêne vraiment pas dans ses allocutions publiques pour critiquer les programmes sociaux. Et ça arrive souvent, c'est quelque chose qui revient. La seule fois, en fait, qu'il s'est impliqué en politique, ça m'a fait rire, c'est quand il avait 11 ans, il a distribué des dépliants pour l'équipe du Tonnerre de Jean Lesage. Mais il dit que la raison principale, c'est que l'équipe libérale lui donnait du coke gratuit en échange. Tu sais, c'est un peu l'équivalent, genre, de s'impliquer, d'aller à son assemblée générale au cégep pour avoir de la pizza. gratis. Comme on l'a tout fait, là. C'est un peu ça, là. C'est pas la première fois que les libéraux vont avoir fait des affaires louches pendant les campagnes. Attention, tu vas te faire poursuivre payer des adolescents avec du coke. Du coke, des brownies, tu sais. Mais donc, c'est ça. À part le coke gratuit, je vais l'admettre, Alain Bouchard a eu une enfance qui me semble plutôt traumatisante. La dépression de sa mère, en fait, était traitée et à garder enfermée dans un asile, puis à forcer à prendre des bains glacés. C'était ça, le traitement contre la dépression à l'époque. Comme quoi, les fitness bros n'ont rien inventé. En fait, il y avait une version dark et 60 ans avant de plein d'affaires. C'était très van life. Là. Il habitait sa Côte-Nord dans une affaire, puis il faisait des bains glacés. C'était juste vraiment pas volontaire. C'était juste des bains glacés non consentants. Ouais. Ils ont même considéré à un moment la lobotomie pour sa mère. Mais bon, ils ont décidé parce que les bains glacés, ça marchait pas. Fait qu'ils sont dit peut-être que si on lui coupe un bout de cerveau, ça a marché. Horrible. Heureusement, ça s'en est sauvé. Okay. Mais Alain et ses frères et sœurs témoignent que chaque fois qu'elle allait la visiter à Québec, elle prenait la main d'Alain et était comme « Sauve-moi, faut que tu me ramènes. » Ça doit être ce qui est un poids... traumatisant. Ouais, c'est un trauma épouvantable pour l'enfant. Ça n'a pas de bon sens. Totalement. Je pense qu'une grosse partie de l'explication de qui est devenu Alain Bouchard dans cette histoire-là, dans cette enfance-là, je pense qu'à quelque part, puis là, je me permets de la psychopop à Saint-Saëns, mais je sens que cet homme-là a un grand besoin d'être en contrôle sur sa vie et sur sa situation. Et je pense que c'est assez facile de faire les liens entre les deux. Il était dans une situation où il n'y avait aucun contrôle sur rien. Il était à la merci des vents et marées. Et là, je pense qu'aujourd'hui, il est comme je vais être en contrôle et j'aurai jamais de besoin non assouvi. L'autre histoire marquante de son enfance, puis je pense que ça, c'est l'autre moitié du puzzle.
associé à son père. Quand son père était en congé de ses chiffres de plusieurs semaines dans le Nord, il y avait une activité weird as fuck qu'il faisait avec les enfants. Oubliez, là, ils sautent puis le laser tag, c'était pas ça. Là. Ils les embarquaient tous dans l'auto puis allaient faire la tournée des commerces dans la ville. Puis là, il disait aux enfants, là, il allait voir les propriétaires, puis parce qu'il rêvait de se relancer en affaires, Jean-Paul. Pour lui, c'est sa porte de sortie. La pauvreté dans laquelle il était, c'était de redevenir entrepreneur. T'sais. Fait qu'il allait dans des commerces, puis là, il allait poser des questions aux propriétaires. Ah ouais, ça marche bien tes affaires? Y a-tu bien du monde qui vient ici? Les loyers, c'est-tu bien cher? Puis là, avec les enfants, il leur faisait calculer si c'était rentable, combien d'argent le gars devait faire à peu près par mois. Mais pas nécessairement pour les racheter. C'était vraiment juste pour préparer les enfants à faire de la business. Genre. Ben, les deux, en fait. Je pense que naïvement, quelque part, il espérait racheter, mais ça allait jamais arriver. Ouais. Il avait une job de mécanicien, il fallait qu'il rembourse sa faillite. Là, comme, il allait jamais avoir l'argent pour racheter une business. Mais en même temps, ça formait les enfants à l'entrepreneuriat. Donc, c'était ça, les activités quand le père est en congé, il part en auto. On va calculer le bottom line de toutes les entreprises du village. Comme Alain était plus éduqué que son père déjà à l'époque, il avait fini son primaire, ben c'était lui qui arrivait avec son calepin et qui faisait les calculs, là, qui additionnait, puis tout ça. Fait que, il dit que c'est... Puis il dit qu'il y a encore cette manie-là aujourd'hui. Mettons, il va au resto, il compte les tables, il check les ingrédients, il dit le loyer ici, ça doit être à peu près 2500 par mois. Ils font 1200 par mois de profit. Mais pour leur donner la piqûre de l'entrepreneuriat, là, il n'aurait pas pu juste les inciter à faire un stand de limonade comme tous les parents. Ça aurait été moins cinglé, comment tu vas apprendre la valeur de l'argent et à te responsabiliser, tu sais? Mais c'était des trop petites sommes. Il n'y avait pas... Mais ça a marché parce que tous les bouchards sont devenus entrepreneurs. OK. Ils n'ont pas eu le choix non plus. Bon. Éventuellement, la famille a déménagé de nouveau parce que Jean-Paul s'est fait engager ses chantiers de la Manique. Puis ils ont déménagé dans un petit village temporaire qui n'existe plus aujourd'hui, qui était vraiment créé pour les travailleurs, qui s'appelait Mikoua. C'était minuscule. En fait, le seul magasin, c'était un magasin général qui vendait tout. Puis c'est à cette époque-là que la mère a finalement pu quitter l'hôpital psychiatrique à Québec, puis est revenue dans la famille. Donc, à 15 ans, donc c'est ça, la famille s'est réunie temporairement à Mikoua. À 15 ans, Alain Bouchard allait vivre, lui, dans un pensionnat à Rivière-du-Loup, qui était tenu par des prêtres. Et bon, le dernier élément traumatisant de sa jeunesse. Après ça, je vous jure que c'est que de la chance. On achève le bout Oliver Twist. Là. Il reste vague, mais dans sa biographie, il précise quand même que c'était pas une légende urbaine que les jeunes garçons devaient se tenir loin des prêtres et se méfier. Ce qui est, il n'en dit pas plus, mais ça parle beaucoup. La mère d'Alain Bouchard, elle était clairement entrepreneur dans l'âme aussi, parce que l'été, quand il revenait de ses années scolaires à Rivière-du-Loup, elle a embarqué dans son commerce pendant les vacances. Elle faisait des sandwichs à la maison, puis elle allait les vendre, ses chantiers, pour les travailleurs qui étaient tannés de manger juste la bouffe du magasin général. Puis Alain, c'était ça sa job, en fait. C'est qu'il partait avec les bacs comme une cantine mobile, il allait vendre avec des son sandwichs bike. Ses chantiers. Oui, exact. Encore une fois, un food truck. Oui, c'est ça. Tout est On revient tout le temps aux mêmes affaires. Il était proche de toutes les affaires. Ouais. Je me demande juste c'était quoi la crypto de 1949. L'été de ses 16 ans, il s'est fait embaucher au magasin général, mais bon, il se voyait pas travailler comme ouvrier ses chantiers, puis il se voyait pas non plus être employé. Assez tôt, c'était clair dans sa vie qu'elle allait être entrepreneur. À 18 ans, il a décidé de déménager à Montréal pour se lancer en affaires. Donc, il a fini le secondaire, il a pas fait... Ben, je suis pas sûr que le cégep n'existait pas encore, ou si oui, ça venait d'être inventé. Là. Mais il a pas continué d'études postsecondaires, il est allé vivre à Montréal et c'est là qu'il est tombé dans le monde des dépanneurs. Mais avant de commencer d'expliquer comment Alain Bouchard est tombé dans le monde des dépanneurs, je vais faire ce qu'on aime le plus à manger les riches et je vais faire une longue parenthèse pour vous parler du contexte des dépanneurs. Pour expliquer à nos auditeurs français c'est quoi un dépanneur. Oh. Oui, je me suis dit en l'écrivant, je me suis dit pauvre, ça va prendre 15 minutes avant même qu'ils sachent de quoi qu'on parle. on les salue. Les dépanneurs, I guess, c'est une supérette en France. Je suis allé chercher c'était quoi. Ils disent une supérette. Ça se peut, oui. Mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même affaire. Mais oui, OK. Ben, c'est ça, en fait. Dépanneur, c'est un mot d'origine québécoise. Ça a été ajouté d'ailleurs au Oxford English Dictionary, qui est comme le gros dictionnaire anglophone en 2015. Donc, c'est reconnu maintenant comme un mot, même en anglais. Puis le concept de dépanneur tel qu'on le connaît, puis c'est ça que tu disais, c'est pas pareil que les supérettes, c'est une création québécoise. Bon, tout le monde a ses équivalents. L'équivalent du dépanneur, il est partout dans le monde. Il y a les bodegas à New York, les corner stores, bon. Mais le dépanneur, comme on le connaît au Québec, c'est une création d'ici qui est un peu exportée. Donc, voilà. Mais pour les Français, supérette, ça vous donne l'image à peu près. Ce qui est particulier, par contre, au Québec avec les dépanneurs, c'est la quantité. En 2016, on avait le record nord-américain avec un dépanneur pour 1200 habitants, ce qui est le triple de la Californie.
le 10 ans. Là, ça a diminué un peu depuis. Il y a eu beaucoup de fermetures de dépanneurs dans la dernière décennie, surtout à cause de l'augmentation du coût de la vie, en fait. Parce que l'avantage des dépanneurs, c'est d'être de proximité, mais souvent, tu vas payer un petit peu plus cher ton produit parce que c'est pratique. Oui, puis on peut de moins en moins se le permettre, fait que les gens attendent d'être à l'épicerie ou... Fait que les gens, au lieu de s'acheter un sac de chips le soir, ben, ils font je vais attendre à l'épicerie puis je vais en acheter 3 pour le tiers du prix. Et probablement, mais ça, j'ai pas de chiffre pour ça, mais c'est mon hypothèse. Je pense aussi que la diminution de la vente de cigarettes et d'alcool contribue beaucoup. C'est sûr que ça doit. Aux marges de profit des dépanneurs. Donc, j'invite les Gen Z à faire leur devoir et à développer un prime d'alcool. Et recommencer à fumer. Recommencer à fumer et à boire. Hey, avez-vous déjà bu du Nicolas Lalou quand t'as 15 ans au dépanneur? C'est la meilleure affaire que tu peux avoir. Tu sais, s'il avait gardé la Four Loko, ça reste sur les dépanneurs. Oui, c'est sûr. Mon premier party, la première fois que j'ai été sous, en fait, quand j'avais genre 14 ans, là, c'était de l'alcool de dépanneur, du Johnny Bootlegger. C'était comme une espèce d'alcool de malt au melon d'eau. Ouais. Et je veux juste dire que mon père a ramassé le lendemain du vomi de toutes les couleurs. Ben oui. C'était incroyable. C'est certain. Désolé pour ces informations, tout le monde. Alors, le terme dépanneur aurait été inventé par un épicier à Montréal dans les années 70 qui s'appelle Paul-Émile Maheu, qui a transformé sa petite épicerie de quartier pour faire face aux supermarchés. Donc, les supermarchés dans les années 70, quand ça apparaît, les Maxi, Super C, Loblaws, etc. Et ils font beaucoup mal aux petites épiceries locales qui nourrissaient les gens jusque-là parce qu'ils offrent des bien meilleurs prix, une bien plus grande sélection. Donc, lui, il voit qu'il est en train de se faire manger. Donc, ce qu'il a décidé de faire, en fait, c'est de réduire son personnel, de varier les types de produits qu'il offrait et d'offrir des trucs qui n'étaient pas nécessairement de l'alimentation non plus. D'offrir du déodorant, du papier de toilette, des magazines. Tout ce que tu vas avoir besoin pour projet chez vous rapidement. Exact. Puis d'allonger ses heures d'affaires. Donc, la plupart des épiceries à cette heure vont fermer à 10h, 11h le soir, mais dans le temps, c'était vraiment réglementé. Ils ne pouvaient pas fermer si tard que ça. Contrairement aux dépanneurs. Et là, je me réfère à Judith Lucier qui a donné une entrevue quand elle a sorti en 2010 son livre sur les dépanneurs qui s'appelle Sacré dépanneur, donc jamais voulu aller lire ça. En 1970, ce qui se passe, en fait, c'est que le gouvernement passe une loi qui s'appelle le Bill 24 qui obligeait les commerces à fermer à partir de certaines heures, puis les dimanches. C'était interdit d'être ouvert les dimanches parce que c'était le jour du Seigneur. Mais il y avait une exception pour les magasins de 3 employés ou moins qui, eux, avaient le droit d'ouvrir les soirs et les fins de semaine. Donc, Paul-Émile se dit, c'est ma chance de m'en sortir. Son épicerie était au coin de la 11e avenue et de Saint-Zotique. Et moi, j'ai capoté, puis j'habite à côté de la 11e avenue. Puis ça fait des années que je me demande, est où la 11e? Parce que c'est 10e, Saint-Michel, 12e. La 11e avenue, c'est devenu Saint-Michel entre-temps. Et voilà. Donc, pour les Montréalais. Sur un lieu historique. Voilà, donc même, Saint-Zotique, Saint-Michel était son épicerie. Maintenant au coin Saint-Zotique? J'étais allé voir, c'est des terrains vacants puis des blocs à part. Donc, je sais pas à quel coin exactement, mais ça a été démoli. Notre patrimoine culturel. Mais c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, je pense que ça serait de quoi? C'est le premier dépanneur. Oui, quand même, il y aurait une plaque quelque part. Là. Non, malheureusement, ça n'existe plus. Donc, il roule avec 3 employés. Son problème, par contre, c'est que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'employés, le soir, il va avoir 1, 2 employés au max. Il ne peut pas voir si les gens le volent dans les allées. Donc, il fait construire des étagères qui arrêtent à la taille, comme ça, de la caisse. Il est capable de voir si les gens prennent des choses. Et c'est comme ça, en fait, que le concept de dépanneur est né. C'est les classiques maintenant, le comptoir à l'avant, les étagères qui t'arrêtent au clavicule. Parlez pour vous. Là, moi, les étagères m'arrêtent encore super. Tu peux voler super facilement dans n'importe quel Alice peut facilement voler du Fun Dip sans problème. Donc, c'est comme ça que le dépanneur est né et c'est encore le concept aujourd'hui. C'est vraiment un contexte. C'est pour ça que c'est typiquement québécois parce que c'était en fonction des lois. C'était comme un loophole dans les lois québécoises. Exact. Il était créatif, ses pratiques d'affaires, donc le bon Paul-Émile, mais un peu moins sur les noms. Il aurait renommé son épicerie Dépanneur Saint-Zotique parce que ça dépannait. Et c'est tout. C'est la fin de la réflexion. Ben, en même temps, ça dit ce que ça a à dire. Oui, puis c'est fou parce que je trouve pas que c'est un nom génial. Mais ça a pogné comme le feu. En tout cas, peu importe, ça a pogné comme le feu. Un feu de paille, une traînée de poudre. C'est mélangé dans mes expressions. Parce que tout le monde copie le nom dans les années qui suivent, tellement que 13 ans plus tard, le nom dépanneur est reconnu par l'Office québécois de la langue française. Il l'a pas trademark. Non. OK. Fait qu'il a appelé son truc dépanneur, puis 10 ans plus tard, c'est reconnu dans le dictionnaire et c'est un mot officiel de la langue française. Très rapide. C'est quand même fou, c'est vraiment vite. Mais voilà, c'est fermé, malheureusement. Une autre des raisons, en fait, pourquoi les DEP sont si populaires... Puis lui, il s'est jamais franchisé non plus. Il a juste eu Dépanneur Saint-Zotique, dont il s'est fait à ma connaissance. À ma connaissance, je sais pas. Il doit être décédé aujourd'hui. J'aurais pu aller chercher des chroniques funèbres, j'y ai pas pensé. Écoute, peut-être en extra. Une autre des raisons pourquoi les DEP sont si populaires au Québec, c'est qu'il n'y a jamais eu de prohibition au Québec. On est le seul lieu, ça, je savais pas, en Amérique du Nord, où il n'y a jamais eu de prohibition. Sous aucune forme. Ouais.
Il y en a eu un peu au Canada sur certains produits et tout ça. Mais au Québec, ça n'a jamais passé. Ils ont essayé en 1918. Il y a eu une grogne, fait que il y a eu foule de protestations. Le gouvernement a fait un référendum et ça a été battu à plate couture. Fait que le compromis que le gouvernement a trouvé à ce moment-là, vu qu'en fait, la prohibition, ça ne passera jamais, c'est qu'ils ont dit on va confier la vente de bière aux épiciers indépendants seulement. Comme ça, ça va être eux qui seront en charge de la vente d'alcool. Plutôt que des chaînes. Ouais, ben j'imagine où tu sais que tout le monde ait le droit de vendre de l'alcool, en fait, c'était ça aussi. Okay. Là, c'était juste les petits. Mais les ça, petits c'est épiciers. super bon pour eux autres, justement. S'ils ont l'exclusivité de la vente d'alcool, c'est sûr que c'est super bon. Exact. En fait, c'est ça. Fait qu'au Québec, nous autres, tous les dépanneurs et maintenant les supermarchés peuvent vendre de l'alcool. Mais tu sais, tu traverses juste en Ontario, puis il faut que tu aies un LCBO, un beer store. Ce qui est, d'ailleurs, parenthèse, un endroit terrifiant. Je sais pas si vous êtes déjà allé là, un beer store. Non. À Ottawa, j'étais allé, puis c'est comme si tu faisais un centre d'injection supervisé, mais sans supervision. Genre, tout le monde qui a un problème d'alcool est rassemblé au même endroit. Puis là, OK, genre, la clientèle a l'air de pas bien aller. Oui, ben moi, à un moment donné, j'étais allé, puis honnêtement, je suis pas quelqu'un de très peureux, mais c'est la première fois que j'ai fait je suis pas en sécurité en ce moment, genre parce qu'ils se font refuser la vente d'alcool. Tu sais, quand t'es trop en état d'ébriété, t'en vends pas. Mais là, tout le monde qui a un problème de consommation est rassemblé à la même place. Fait que le parking était juste, il fallait faire la file dehors. Parce qu'il y avait full de monde ce jour-là où j'étais allé. Puis c'était juste plein de monde en manque d'alcool qui sont prêts à se battre parce qu'ils sont fait refuser, qui sont agressifs, qui essayent de partir avec des bières. Là. Mais je pense que c'est tombé sur une journée bizarre parce que moi, j'étais allé puis ça filait vraiment plus comme un magasin sans taxe ou quelque chose. Un peu aseptisé. Puis, Mais j'ai peut-être tombé sur un mauvais beer store, mais j'étais comme, quel mauvais concept. Bref, je reviens à Alain Bouchard. On a fini notre parenthèse des dépanneurs. Donc, il arrive à Montréal. En 1967, donc juste avant l'adoption du Bill 24, il arrive pendant la fameuse Expo 67. Évidemment, il arrive à Montréal, il est dépassé. Il a vécu sa Côte-Nord puis dans des camps de travailleurs dans le nord du Québec. Là, il arrive à Montréal pendant l'Expo internationale. Pendant le plus gros été touristique de l'histoire de Montréal. Il est un peu abasourdi. Il dit que c'est la première fois qu'il découvre le monde. Il dit, en fait, c'est la première fois que je lisais un journal de ma vie quand je suis arrivé à Montréal. J'avais jamais lu le journal, mettons. Mais par contre, l'effervescence de la Révolution tranquille, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Lui, il dit c'est ça. La politique, ça l'intéresse moyen, clairement. Là. À part pour ses affaires, je pense pas que le fait politique l'intéresse beaucoup. Le seul moment, en fait, où il en parle, c'est pour dire qu'il admirait le gouvernement de René Lévesque parce qu'il y avait des beaux incitatifs fiscaux pour les entreprises, puis ça allait aider les Québécois à se sentir fiers. Je paraphrase pour vrai, mais à peine. C'est vraiment l'essentiel de son propos. Ce qui me ramène aussi à une élection qu'il a donnée en 2015 devant le Cercle canadien de Montréal, qui est un regroupement de gens d'affaires, où il disait que les programmes sociaux des années 60, 70, 80 au Québec, c'était bien, mais là, on n'a plus les moyens de se payer ça. Et ça m'a vraiment fâché parce que il est l'exemple de ce que les jeunes détestent des boomers. Genre, quand lui était jeune et qu'il avait besoin de ces programmes sociaux-là, c'était parfait. Absolument. Mais maintenant qu'il n'en a plus besoin, on devrait les couper. Puis il a ajouté aussi le partage extrême, comme si c'était si extrême que ça, les programmes sociaux au Québec, mais en tout cas, le désir de rendre la vie des citoyens plus aisée a dépassé la capacité de payer. A-t-il dit lors de son allocution, je cite l'article de la presse qui rapportait ses propos, nous devons supporter les gouvernements qui auront le courage de créer un environnement favorable à l'investissement. Donc, que le gouvernement dépense pour aider les gens comme lui à s'enrichir, ça, c'est très bien. Il ne faudrait juste pas qu'on gaspille des niaiseries comme les CPE et l'aide sociale. Ça, c'est du gaspillage. Super. Merci, Alain, pour le temps. Merci. Super. Je tombe pas en bas de ma chaise non plus. Là, non. Mais comme ça fit avec ce que tu dis, que genre, il y a un peu une sommité dans le monde des affaires, genre une idole. Tu sais, comme, j'imagine François Legault prier absolument Alain Bouchard. Là. il est vraiment pour moi comme l'incarnation du boomer. Mais voilà. Je vais accélérer parce que le temps passe, mais il se trouve une première job dans une usine de biscuits dans l'est de la ville. Et il a adoré ça parce qu'il était un des seuls gars qui travaillait là. Les préposés à l'emballage, c'était juste des jeunes femmes. Puis pourquoi? Parce qu'il trouvait ça le fun de travailler avec des filles. Non, mais merci, oui. J'avais compris, mais pourquoi est-ce que les préposés à l'emballage, c'était seulement des femmes? Je sais pas, c'est une job qui attirait plus les femmes, et lui, il s'occupait de transporter les plaques de biscuits. Puis à un moment donné, tellement qu'ils l'ont promu un nouveau poste, où ce qu'elle allait travailler dans l'entrepôt avec des hommes, puis il a démissionné, puis s'est trouvé une job dans une usine de vêtements pour commencer à travailler avec des femmes. Wow. Mais écoute, il avait 19 ans. OK. Je vais lui donner. Il aurait pu devenir infirmier aussi. Hein. Oui, va travailler en santé, maintenant. Oui, ben oui, 100%. Tu veux des femmes, vas-y. C'est vraiment l'affaire la moins pire qu'un milliardaire a fait pour côté femme. Là. On va lui donner, je vais pas... il n'est pas resté à Montréal tout seul super longtemps. Sa famille est venue le rejoindre vraiment vite. Ils ont planté leur roulotte dans le terrain d'un fermier à Laval qui a pris entente.
Et Gilles, qui était l'aîné de la famille, a accompli le rêve de son père, est devenu entrepreneur. Il a acheté un dépanneur Perrette. Donc, c'est la porte d'entrée d'Alain. Mon grand-père, il parlait de ça chez Perrette. C'était une grosse chaîne, je pense, dans le temps. Ouais. C'est ça que je trouve drôle, c'est que le monde de notre âge est plus... Alice, as-tu déjà entendu le mot Perrette jamais. avant? Oui, c'est ça. Pour le monde de notre âge et plus jeune, c'est complètement méconnu, mais pour nos parents, nos grands-parents, c'était omniprésent. C'était le couche-tard de l'époque. Ça a été fondé en Ontario, puis le concept, c'était une laiterie qui était associée à des dépanneurs. Donc, eux, ils avaient une grosse laiterie, puis pour écouler le produit, ils ont dit, on va partir des chaînes, ça ne s'appelait pas encore des dépanneurs, mais de commerce de proximité, où on va pouvoir vendre du lait, du fromage fait avec notre lait. Donc, c'était une façon d'écouler leurs produits. Un peu le même modèle, en fait, que les pétrolières et les stations-service. Shell raffine du pétrole, puis il y a des stations-service pour vendre l'essence. Donc, c'était un peu le même concept. Puis au Québec, ils ont appelé ça Perrette en cause d'une fable de La Fontaine. Dans le temps, on faisait apprendre des poèmes, des fables par cœur aux enfants. Et il y avait une fable de La Fontaine qui s'appelait La laitière et le pot au lait. Et la première phrase, c'était Perrette sur sa tête ayant un pot au lait. Donc, dans l'imaginaire collectif, Perrette était associé au lait. Un peu comme Garfield à la lasagne. Mon premier choix de référence, en fait, c'était Sonic puis les Chili Dogs. Puis là, je me suis dit, je pense que j'ai pas le bon public devant moi. Non, effectivement. Garfield et la lasagne. Garfield, ça marche. Et sont devenus populaires, Perrette, donc, parce que, évidemment, il y avait l'exception à partir de 1970, dont j'ai déjà parlé. Mais même avant ça, les épiceries devaient fermer avant 18 h du lundi au samedi, puis le dimanche être fermé. Mais il y avait une exception pour les produits essentiels comme le lait, le beurre, les œufs et les cigarettes, qui étaient un autre produit essentiel, le Québec des années 60. Donc, comment que les Perrettes étaient faits, c'est que le magasin était vraiment divisé en deux sections. Tous les produits essentiels étaient d'un côté du magasin et tout le reste dans l'autre. Et quand il était dans les heures interdites, il fermait un rideau qui tu ne peux plus acheter de lait, mais tu pouvais acheter des clopes. Non, tu peux acheter du lait, des œufs, des cigarettes. Donc, j'imagine. Mais plus de papier de toilette. Mais plus de papier de toilette, exact. Fait que j'imagine qu'il y a des policiers qui faisaient des inspections, genre en envoyant un jeune s'acheter des Doritos, là, tu sais. Un dimanche. Ouais, c'est ça. Mais les mineurs peuvent acheter des cigarettes sans problème. C'est-à-dire, tant qu'ils ne s'achetaient pas un sac de chips un dimanche comme un criminel, ils peuvent s'acheter un cartoon de McDonald's, ça, pas de trouble. Bref, Gilles Bouchard l'aîné achète un Perrette à Laval et c'est comme ça que Alain prend contact avec ce monde-là. Donc, quand il avait 19 ans, il commence à faire du bénévolat dans le Perrette de son frère. Les fins de semaine ou des fois quand son frère et sa femme, qui sont les deux seuls employés de leur commerce, veulent prendre des congés, c'est Alain qui vient le tenir bénévolement. Et là, c'est là que je vous disais depuis tantôt, c'est l'exemple du privilège boomer. C'est notre premier exemple de ce que j'appelle la magie d'être un boomer dans les années 60. Quand il était au Perrette de son frère et qu'il n'y avait pas beaucoup de clients, son loisir, c'était de refaire l'organisation du magasin. Fait qu'il déplaçait les étagères, il changeait l'ordre des produits où ce qui était placé. C'était complètement interdit parce que comment que ça fonctionnait, Perrette, en fait, était juste un exploitant, mais tout le dépanneur appartenait à la chaîne. Même les produits à l'intérieur habitaient à la chaîne. Donc, Gilles n'était pas propriétaire des chips Delcoeur. Il avait juste comme une licence d'exploitation, finalement, et il gardait du profit. Une partie du profit, mais il n'avait pas le droit de déplacer les étagères. Eux autres avaient un plan de facing clair et strict. Puis tous les commerces étaient pareils. Tout était designé pareil. Ouais. Mais Alain, lui, il s'en foutait, il réorganisait le magasin. Et puis même qu'il faisait un peu la même affaire qu'il avait faite avec sa mère dans le nord du Québec. Il allait acheter des bonbons ailleurs, moins chers, puis il remballait, puis il vendait dans le dépanneur, puis il gardait l'argent. OK. On peut appeler de la fraude, probablement. Oui. Donc, tu sais, c'était du bénévolat, mais pas tant que ça, parce que finalement, il volait le magasin pendant qu'il était là. Ouais, c'est ça. Donc, à un moment donné, en juillet 69, il y a un superviseur des Perrettes qui débarque dans le commerce, justement pendant qu'Alain est en train de réorganiser le magasin puis qu'il n'a pas le droit. Donc, qu'est-ce que le superviseur fait? Est-ce qu'il appelle son frère? Est-ce qu'il renvoie Alain? Non. Parce que Alain est le gars le plus chanceux de la Terre. J'aime ça ton design, le jeune, tu veux-tu une job? C'est exactement ça. Le superviseur demande à Alain, c'est-tu toi qui rend le magasin si beau? Et il le nomme sur le champ responsable de l'aménagement des nouveaux commerces de la chaîne. C'est vraiment l'équivalent de comme quand t'es plus jeune puis tu dis que tu vas marcher dans la rue puis que quelqu'un va te dire Hey, toi, t'es-tu mannequin? Parce que. Prends ma carte. C'est vraiment ça. Tu te retrouves pas à faire du OnlyFans, genre. Non, oui, c'est ça. Si jamais ça vous arrive, prenez pas cette carte-là. Non, c'est ça. Avez-vous écouté Fugueuse? Oui, c'est ça. Dans le meilleur des cas, vous gardez vos organes puis vous êtes juste trafiqués. Oui. Donc, il se fait offrir une job de genre superviseur, vice-président, je sais pas quoi. Le salaire n'était pas malade pour l'époque, là, 1,50
$50, mais il avait 19 ans, aucune étude, puis son expertise, c'était d'avoir désobéi aux règles pendant qu'il faisait du bénévolat, puis qu'il fraudait son frère. Tu sais, I guess que c'est quand même pas si pire. Mais son frère, il va être en tabarnak aussi quand il revient. Hey, OK, pour une fois, je travaille vraiment fort. Moi, ma femme, on va prendre une fin de semaine off, puis tu reviens, puis ton frère t'a aidé, mais le magasin, ton frère est rendu ton boss. Non, mais il y a ça, mais aussi, juste, il a tout déplacé les affaires, t'es obligé d'y remettre. Oui. C'est vraiment pas aidant. T'en reviens, ton frère a viré le magasin à l'envers, t'as pas fait tant d'argent parce qu'il vendait ses produits illégaux. Puis aussi, ton frère de 19 ans est rendu ton boss. T'es comme pas vrai. Mais tu sais, peut-être payer vos employés Oui, mais il y à a la ça. place Il y a ça. de les exploiter. Et c'est le début d'une longue série de coups de chance qui s'explique juste par le fait d'être un boomer en 69. Pour vrai, vous allez voir, c'est la seule explication possible. J'en doute pas qu'il a travaillé super fort, mais je trouve quand même que ça remet en perspective l'espèce de discours, les jeunes travaillent plus aussi fort, puis il nous faut des entrepreneurs comme Alain Bouchard. Je vous invite à faire le test, allez vous faire engager chez Couche-Tard, virer le magasin à l'envers et voyez si vous êtes vice-président le lendemain. En plus, un autre coup de chance, il obtient ce poste-là juste avant justement le fameux Bill 24 en 70, qui crée les dépanneurs comme on les connaît. Ça lance une ruée vers l'or dans le monde des dépanneurs et il se met à ouvrir beaucoup de dépanneurs. Il y avait à peu près 2 semaines qui se passaient entre le moment où il trouvait un local. Attends, il se met lui-même ou les gens se mettent à tout le monde se ouvrir met à ouvrir beaucoup de dépanneurs, mais lui, son emploi, sa tâche chez Perrette, c'est de superviser l'ouverture des nouveaux dépanneurs. OK. Fait que c'est lui qui est responsable d'ouvrir toutes les Mais nouveaux pas des trucs dépanneurs de qui lui Perrette. appartiennent. Non, Ou qu'il va c'est gérer ça. après, c'est juste qu'il fait le setup. Des fois, il va être gérant par intérim le temps qu'il trouve le gérant, parce que c'est ça, tout se fait en 2 semaines. Il loue le local, 2 semaines plus tard, le dépanneur est ouvert. Des fois, ils n'ont pas encore trouvé de gérant, fait que c'est lui qui va assumer l'intérim. Mais sinon, sa job, c'est vraiment d'ouvrir les dépanneurs. Après 2 ans, par contre, Alain Bouchard se rend compte qu'il est super mal payé pour sa job. Il travaille 80 heures semaine, mais il habite encore dans la roulotte avec ses parents, puis il réussit pas à mettre de l'argent de côté. Donc, pour la première fois de sa vie, il se politise un peu. Il se rend compte que les francophones sont exploités par les anglophones parce que Perrette, ça appartient, comme je vous dis, à des Ontariens, à un certain Robert Bezos. Aucun lien avec Jeff Bezos, c'est une autre famille. Dommage. Il se rend compte qu'il est comme hey, je travaille fort, 80 heures semaine, mais c'est mon boss qui empoche tout l'argent. C'est vraiment bizarre. Il a oublié cette leçon-là depuis, je sais pas si. Ou il s'est dit tout le monde a juste à avoir la même réalisation puis choisir d'être le boss plutôt qu'être l'exploité sans qu'il y ait aucune autre. C'est ça qui est plate, c'est qu'il y a des gens qui collectivité font en cette fait. réalisation-là de les travailleurs se font voler par leurs employeurs et ils se disent pas ça devrait changer, ils se disent moi être l'employeur. Ouais. Ouais, moi, je veux gagner. Oui. Fait que c'est le chemin qu'Alain a fait. Mais en tout cas, il aurait pu basculer de l'autre côté parce qu'à ce moment-là, il dit qu'il est tellement fâché qu'il a pensé à quitter son emploi pour devenir travailleur social parce qu'il veut aider les autres. Puis là, je vous lis. Puis qu'il y a quand même beaucoup de femmes aussi en travail social, on va se Non, le mais à dire, ce mais- moment-là, il était fiancé. OK. Et je sais pas s'il attendait déjà son premier enfant, mais en tout cas, il était en couple sérieusement avec la femme qu'il a mariée. Je vous lis un passage du livre rapidement parce que je pense que si je le reformulais, on en perdrait beaucoup. Il réussit alors à se convaincre que la meilleure façon d'être utile se trouvait ailleurs. Je rajoute une note que dans le travail social. Il devait mobiliser les talents dont il était doté pour faire avancer la société. Je suis un entrepreneur dans l'âme, dans tout ce que je fais, dit-il. C'est plus fort que lui, davantage qu'un instinct, presque un trouble compulsif du comportement. Les années passées à visiter des commerces avec son père dans l'espoir de retrouver le chemin du bonheur et de la dignité ont laissé une marque profonde comme une soif inassouvie. Partout, constamment, son cerveau est en mode calcul mental. Je vais dans un restaurant, je compte le nombre de places et je peux dire si c'est payant ou pas selon l'achalandage. C'est un réflexe inné. Ses proches estiment plutôt qu'il s'agit d'un comportement conditionné par le traumatisme familial qui a suivi la faillite de son père et dont il tente toujours inconsciemment de s'affranchir. C'est en créant sa propre entreprise, toujours plus grosse, plus solide, plus indépendante, qu'il laissera sa marque et fera changer les choses. Ben, premièrement, j'adore ses proches qui sont comme. Ouais, Non, il fait est que juste- Alain vous a dit que c'est parce qu'il y a vraiment une soif. Non. C'est un traumatisme. C'est Ça s'appelle un trauma. traumatisme. Mais aussi, c'est vraiment crazy d'être comme. Je voulais faire avancer la société, donc j'ai décidé de surtout pas être travailleur social. Mais ça, le début de la citation, c'est très, très tech bros de Ouais. ce que je vais faire en faisant avancer la société avec. En faisant pas de compromis pour personne, va être tellement bénéfique en fin de compte que ça justifie tout le mal que je peux faire en chemin. Absolument. Et ça justifie le fait que je devrais pas donner ma fortune, en fait. Mais c'est comme ça que c'est ça regarde vraiment une dans le miroir, mentalité hyper capitaliste. Ouais. Ben Puis oui. je pense que t'as pas le choix de faire ces compromis moraux-là pour vivre avec toi-même, à moins que tu sois juste purement un sociopathe. Là, comme ça, il y en a aussi, je pense, beaucoup dans les PDG et les gens très riches. Mais Alain Bouchard me donne pas l'impression Oh oui, d'être c'est un comment tu le psychopathe. rationalises. Je pense qu'il faut que tu rationalises ça, parce que sinon tu peux pas te regarder dans le miroir. D'avoir tout cet argent-là quand du monde meurt de faim. Tu sais, il voit quand même des gens qui ont été dans la rue. À un moment donné,
Il doit se passer quelque chose où tu te dis, il faut que tu justifies ça. T'sais. Bref, en 72, Alain chicane avec Robert Bazas, il démissionne. À ce moment-là, la chaîne compte 184 magasins et Alain est responsable d'ouverture de plus d'une centaine sur les 184. Il a 24 ans, il n'a plus de job, il est jeune marié à ce moment-là et il fait ce que n'importe quel jeune de 24 ans ferait. Il contacte un chasseur de tête pour qu'il lui trouve une job, ce qui est malade. Et il reçoit 4 offres payantes. Pepsi, entre autres, l'avait courtisé, mais il décide d'y aller avec Provigo, qui lui propose de venir créer un concept de chaîne de dépanneurs pour eux, qui va s'appeler Provisoire. Que vous connaissez, ça existe encore aujourd'hui. Ouais. Donc, haute alerte privilège boomer, il y a 20... Ça appartient-tu encore à Provigo? Non, ça appartient à Couche-Tard. Ah oui, OK, ils ont racheté que. Oui. Donc, haute alerte privilège boomer, il y a 24 ans, et Provigo, il fait une offre super payante. Il dit pas le chiffre dans le livre, mais il dit c'était très, très payant comme job. Donc, il n'y a aucune étude, je le rappelle, et puis il n'y a pas d'expérience en gestion non plus à ce moment-là. Donc, Provigo lui paye une partie du HEC aussi pour qu'il aille se former sur le bras, et il apprend l'anglais là aussi, parce que il commence à apprendre l'anglais, puis encore 20 ans plus tard, il baragouinait l'anglais. Même aujourd'hui, il est correct, mais il n'est pas... c'est très un monsieur de son époque. Là. Il parle anglais correct. Là. C'est comme le gars d'Air Canada, mais à l'envers. Oui. Puis, je veux dire, c'est pas grave, là, honnêtement. Mon point, c'est pas comme regarder le niaiseux qui parle pas anglais, mais genre, il partait quand même d'assez loin là, pour se retrouver. Dans un cours au HEC, un prof leur dit la meilleure façon de gravir les échelons, c'est de prendre des décisions à la place de votre patron en passant par-dessus leur tête. Je trouve ça complètement honnête comme conseil. Mais Alain est comme, yes, j'adore. Donc, il profite d'une journée que son patron est malade pour signer une entente avec une compagnie pétrolière là, où ils répartissent les coûts de décontamination d'un terrain. Ah, juste ça, OK. Juste une entente avec une compagnie pétrolière. Il avait zéro le droit de faire ça. Mais son boss revient de maladie, puis il est comme ah, cool, bonne idée, t'as bien fait. Oui, c'est vraiment des gambles qui n'ont pas de bon sens. Là. Puis ici, aujourd'hui, qui a amené cette philosophie-là chez Couche-Tard, que les employés doivent être indépendants, il dit il n'y a aucun employé qui rentre à la job. En fait, j'ai écouté une entrevue qu'il a faite avec Patrice Roy, il dit aucun employé rentre à la job juste pour le chèque de paye, sauf peut-être le monde qui travaille pour le gouvernement. J'étais comme. Fait que voilà, mais il dit en général, les employés veulent se démarquer, veulent se développer dans leur travail et il faut leur donner la liberté, ce qui est une super. Mais si moi je vais travailler chez Couche-Tard puis je commence à vendre mes propres jujubes en faisant des petits profits dessus, je pense pas qu'il va être super content. Ben c'est ça, je trouve quand le discours. J'ai travaillé chez Couche-Tard, je vais en parler plus tard à la fin du dernier épisode. Mais je m'étais fait. T'étais-tu là strictement par passion? Oui, j'étais là parce que je voulais me développer et m'épanouir. Mais je me rappelle, je faisais le chiffre de nuit, minuit à 8h du matin et 9h du matin. Puis je m'étais fait chicaner après mon premier shift seul parce que j'avais laissé 2 caisses de lait derrière la caisse pour m'asseoir, genre 5 minutes au cours de la nuit parce qu'on n'avait pas de siège. Puis le boss s'en était rendu compte puis il m'avait chicané. Parce on veut des initiatives, mais debout. Tu peux pas t'asseoir, faut que tu prennes des initiatives. J'avais pas le droit d'être assis, il fallait que je passe là-bas. Fait que je sais pas à quel point je me sentais indépendant à ce moment-là, mais voilà, lui, Alain, il dit qu'on peut. Bon. Donc, à la fin des années 70, Alain Bouchard profite encore du fait que son boss est malade pour mettre en place un plan pour acheter des dépanneurs indépendants et les transformer en provisoires. Sauf cette fois-là, il a pas pu signer tout ça sans son boss. Puis quand son boss revient, il est comme, ben non, on fera pas ça, racheter plein de dépanneurs qui n'ont pas rapport. Fait qu'Alain Bouchard a démissionné pour partir à son compte. Il a quand même gardé 2 dépanneurs provisoires que lui avait achetés comme franchisé. Et il a acheté une épicerie qui s'appelle le marché Jérômien à Saint-Jérôme, une petite épicerie qui était fournie par IGA, qui est un compétiteur de Provigo. Et là, il s'est rendu compte qu'il payait ses produits moins chers comme épicerie. Donc, avec le marché Jérômien, son cost était moins élevé que les mêmes produits chez Provisoire. Fait qu'il s'est mis à faire ses commandes toutes chez IGA, puis à fournir ses provisoires avec IGA. C'est légal, ça? C'est juste que... Non. Ça doit être légal. Légal, c'est tes oui. entreprises. Mais dans le contrat avec Provisoire, c'est absolument pas permis. Okay. Fait que Provisoire, ils ont mis d'or et ont repris ces 2 dépanneurs parce que t'as pas le droit de faire ça. Oui, t'as pas le droit d'avoir un autre fournisseur. Non, c'est ça. Tu peux pas acheter un IGA puis le fournir avec Métro. Là, comme... Mais il est quand même rebelle, dans le sens que c'est vraiment beaucoup de petites passes tout croche. Il défie les règlements constamment, puis ça va revenir au 2e épisode. Donc, on est en 79. Alain Bouchard a 30 ans. Il a une femme, il a 2 enfants. Dont un enfant, puis ça, j'en parlerai pas vraiment, mais il y a un enfant qui est paralysé cérébral, puis ça, c'est comme un gros truc dans sa vie. Là, ça prend comme est un moment important, puis on le comprend. Là. Il y a un retard mental aussi, puis il est moins dépendant et tout ça. Donc, il y a quand même des grosses responsabilités. Il y a une femme, 2 enfants, un qui a un handicap quand même assez important. Et il n'y a pas de job, et c'est là qu'il décide de fonder Couche-Tard. Mais nous, on va prendre une pause pour aller fumer des super cigarettes du Couche-Tard, I guess. Et on revient avec l'histoire de Couche-Tard et surtout ses affrontements avec les syndicats au prochain épisode. C'est la fin de notre épisode. Si jamais il y a des gens qui ont détesté ça, qui n'écouteront pas le prochain, Alice, est-ce que tu as des plugs à nous faire?
Ben, si vous m'avez détesté, je vous incite vraiment à me suivre sur Instagram. Parfait. Non, mais si vous vous dites, l'épisode c'était nul, mais Alice, c'est la seule affaire que j'ai aimée. Où est-ce que je peux voir Alice? Yes, Instagram, c'est là que je fais mon contenu. Puis sinon, de temps en temps, si vous allumez votre télé, ça se peut que je sois là. Mais tu le partages sur les réseaux sociaux Oui, aussi. oui. Bon, parfait. Fait que c'est quoi ton sur Instagram? Alice Morel M. Ah, voilà, c'est tout simple. Et nous, Colin, ben écoute, on fera nos plugs au prochain épisode. Parfait. Ah oui, on a un coffee, c'est vrai. Le coffee, ça on a encore un coffee? Oui, on a un coffee. Je sais plus, moi. OK. Coffee, manger les riches. On a des commanditaires maintenant, fait que vous n'êtes pas obligés de nous faire des dons. Mais si vous avez faire des goût, dons ponctuels si vous voulez, oui. Vous avez le goût de nous faire un don, on peut devenir millionnaire, nous autres aussi. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir la genèse de Couche-Tard et ses affrontements avec les syndicats.